Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël pour un épisode extraordinaire, exceptionnel, unique de Monday Night Raw, puisque c'est le 1500e épisode de l'émission et c'est aussi le premier post-début de Troisième Guerre mondiale. Donc je suis Raphaël, je suis fidèle au poste, je n'ai pas été envoyé sur le front. Tonton Chris est déjà parti, mais Yerem est avec moi, qui a les pieds plats comme moi, donc qui est réformé. Ça va, Yerem? Oui, bah écoute, on est bien au chaud là. Bah écoute, j'ai pas de nouvelles de Tonton depuis qu'il est parti. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, ouais, on va dire ça. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Écoute, nous sommes à l'université de South Carolina, hein, États-Unis. Voilà, nous sommes donc dans une ambiance très certainement très universitaire et très studieuse. Pour ce 1500e Monday Night Raw, on va de suite évacuer le suspense de ce chiffre un peu mythique qui ne sera pas du tout fait mention ou félicitations dans cet épisode. On n'est pas encore, on va attendre les 2000 visiblement. Ouais, j'étais assez étonné d'apprendre via le Discord par Tonton justement que c'était l'épisode numéro 1500 de Monday Night Raw et comme tu l'as dit, on n'en a pas du tout fait mention. Tonton qui nous a rappelé quand même avant de partir, il nous a envoyé un petit message du front en nous disant qu'il avait vu le premier épisode le 11 janvier 1993 de WWF Monday Night Raw. Voilà, c'était historique et il y était. Bah, souhaitons-lui d'être au 2 millième et au 3 millième et au 4 millième hein, et, et jusqu'au bout des temps. Oui, ça s'arrêtera jamais cette histoire-là. Non. Bon bah quand même on commence on commence le show grâce enfin plutôt avec le champion ni plus ni moins le champion de la WWE, le nouveau champion. Voilà, on nous annonce, on l'acclame, Brock Lesnar, donc nouveau champion depuis le depuis l'Elimination Chamber, pardon, qui arrive sous une énorme pop. Brock Lesnar maintenant c'est le gentil, il a son petit truc de cowboy, il fait des câlins avec la foule. Il parade un peu avec la ceinture, il va se mettre debout sur la table des commentateurs. Là, tout le monde est très très content, visiblement, de ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Il est lui-même très content, mais tout d'un coup, il est interrompu par Paul Heyman qui débarque et Paul Heyman qui dit que Brock Lesnar, maintenant qu'il a plus Paul Heyman, il a perdu un peu son concierge, sa secrétaire, et que Brock Lesnar, il va devoir gérer ses affaires tout seul. Et que bon, c'est bien beau de vouloir le champion contre champion face à Roman Reigns, sauf que Brock Lesnar, dans 2 semaines, je crois, ou 3, on a un Monday Night Raw au Madison Square Garden de New York, et du coup, Brock Lesnar, il va devoir défendre son titre. Donc il sera même pas champion, ça se trouve à WrestleMania. Paul Heyman nous apprend qu'il va défendre ce titre contre Bobby Lashley. Bobby Lashley, dont on connaît la tragique issue dans la cage de l'Elimination Chamber. Et il précise que si Bobby Lashley est encore sous commotion, qu'il est out, Paul Heyman se débrouillera. Il y aura un adversaire pour Brock Lesnar à ce moment-là. Brock, il se démonte pas, il dit que t'inquiète, on dirait un peu un couple qui en divorce, qui se sépare. Paul Heyman, il dit mais je peux très bien faire mes affaires sans toi, je sais très bien que je dois défendre mon titre, je reçois mon courrier, t'inquiète, je lis mes affaires. Et par contre, ce que tu sais pas, toi, Paul Heyman, c'est que ce vendredi, je serai à SmackDown pour confronter Roman Reigns. Donc voilà, on continue avec un Brock Lesnar qui est là tout le temps, partout, maintenant, qui est content, qui est heureux. Et voilà, dans cette road to WrestleMania qui est encore un peu lointaine, 38 jours, il va y avoir pas mal de shows. On a visiblement une sorte d'étape intermédiaire, le show de Madison Square Garden. Bon, on sait que Bobby Lashley n'y sera pas, d'après les avis médicaux. Donc on est d'accord, Irem, ça c'est pour Cody Rhodes très probablement ce shot-là. Qui d'autre? Qui Bah qui d'autre? d'autre? Qui d'autre pour aller défier Lesnar dans l'arène, le stade mythique de la WWE. On sait que Madison Square Garden, pardon, égale WWE. Cody Rhodes, évidemment, sera cet homme. Et effectivement, la bête peut d'ores et déjà trembler à l'idée d'affronter l'ancien Dashing de la WWE. Plus sérieusement, c'était assez surprenant. J'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, Brock Lesnar, Cowboy Bebrock, comme je l'appelle personnellement, est fabuleux, fantastique. Là, il a carrément il fait des selfies avec les gamins. C'est une image qu'on n'aurait pas imaginée il y a 20 ans, quand la bête est arrivée à débarquer à WWE. Lui qui, visiblement, a des soucis, a des phobies sociales, eh ben, il mange bien son chapeau là, il cache bien son jeu.
parce qu'on y voit que du feu, il baigne totalement et le public en raffole. Tu l'as dit en plus, on est sur un campus universitaire et il y avait quand même une grosse ambiance, hein, j'ai trouvé. Je sais pas si tu l'as ressenti comme moi, mais il y avait de la bonne humeur. Il n'y avait pas que des étudiants, on voyait des familles également, mais il y avait quand même cette bonne ambiance presque de house show avec tout le monde qui jouait le jeu, les chants You Suck qui ont été balancés à la face du pauvre Paul Heyman qui a été reçu comme il se devait. Et puis une bonne ambiance quoi, tout au long de cet épisode et dès cet opener voilà, qui a marqué le pas. Je suis un peu plus, j'étais un petit peu surpris effectivement dans ce qu'allait me dire Paul Heyman. Je sais pas toi comment t'étais, mais au début je me suis dit oui voilà Paul Heyman. Alors il fait ouais moi je connais bien les règles. Je me suis dit oh il va nous ressortir la vieille règle tu sais du champion qui doit défendre tous les 30 jours. C'est un peu ça, ouais, que j'ai cru qu'il a. Ouais, c'était un peu ce qu'il Ouais. était en train de dire, Donc ouais. c'est un petit peu ça effectivement et du coup il nous place un Madison Square Garden. Alors je ne suis pas du tout au courant de cette étape-là et c'est vrai qu'il y a eu toujours une grosse ambiance donc ça va d'ores et déjà être une grosse affiche. Ça va d'ores et déjà être un Monday Nitro immanquable. Le 7 mars, je pense, si je regarde Ouais, les je crois que plannings. c'était dans 2 semaines, il disait. Donc, effectivement, si je dis pas de bêtises, c'est ça, le 7 mars. Tu as tout à fait raison, mon bon Raphaël. Le 7 mars, Madison Square Garden, la bête va affronter Bobby Lashley, qui est en. Je sais même pas si le mec, il est. Enfin voilà, il y a peu de chances pour qu'on retrouve Bobby Lashley dans 10 jours. Cody Rhodes, on ne sait jamais s'il n'est pas là, qui ça pourrait être. En tout cas, ça va être un gros match. Et je sais pas qui ils vont nous mettre en fait. Ouais. Je sais pas qui ils vont nous mettre. C'est un peu la surprise. Toi, la question, qui on pourrait mettre face à la bête pour cette qui ne serait qu'une étape finalement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de sortir un gros nom? Je sais pas. Est-ce que tu crois qu'ils vont. Bon, il reste que 2 Raw, hein. Enfin, il reste un Raw, puis celui-ci du 7. Est-ce que tu crois qu'ils vont nous garder le suspense jusqu'au jour même et qu'on va attendre fébrilement la musique d'entrée de cet adversaire ou dès la semaine prochaine, on va nous dire, bah tiens, bah c'est. Je sais pas, moi, Cesaro, Jimmy Uso ou n'importe qui. Ouais, je pense que là, on est parti pour avoir la surprise. Ce serait dommage Mm. quand bien même le suspense autour de l'issue du match est proche de zéro. Autant je pense qu'on peut se préserver la surprise pour voilà vraiment fêter enfin faire de cet épisode un épisode spécial. La preuve, ils utilisent Bobby Lashley comme excuse pour ne pas dévoiler le nom. Toi, c'est comme ça que je le vois parce que clairement le mec il sera pas à 10, enfin, il sera pas dispo quoi. Il sera pas dispo. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire même s'il était dispo. Tu vas Ah, faire le Bobby pauvre. Lashley qui va aller s'empaler encore une fois sur le pauvre Brock Lesnar. Enfin. Ah, je pense Bobby, vaut mieux le laisser tranquille et le faire revenir chaud bouillant dans quelques mois, toi. Voilà. Bon, bah, je pense aussi que Bobby Lashley sera pas de retour, mais bon, c'était une info intéressante pour ouvrir le show, en tout cas, d'avoir cette sensation qu'il y avait encore un petit palier, encore une petite marche avant WrestleMania. D'ailleurs, c'est pas que pour le titre mondial, hein, puisque très rapidement, on va retrouver Kevin Owens et Seth Rollins dans les coulisses, avec Kevin Owens qui est vraiment dans une période presque Chris Jericho là, à jouer avec l'intervieweur Patrick, je sais plus son nom là, en disant il est derrière moi, c'est ça, il arrive, ouais. Bref, en gros, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'ils veulent tous les deux intégrer la Tag Team Picture à Raw. Donc ce soir, ils affrontent les RK Bro. Et s'ils gagnent, ils seront intégrés au match qu'il y aura pour le titre entre les RK Bro et l'Alpha Academy. Un match qui est également annoncé au Madison Square Garden. Et bah, ils visent carrément plus loin, hein, Seth Rollins et Kevin Owens, puisqu'on est dans une période de title versus title. Après, ils veulent aller défier les Usos et réunifier en gros les titres tag team. Donc on verra ce que ça donne plus tard dans la soirée. Mais bon, déjà, est-ce que ça t'a intéressé là ce booking et puis cette bon c'est presque c'est la première officialisation en fait, hein, parce que Owens et Rollins ils étaient très copains ces derniers temps, mais ça y est ils visent vraiment la division tag team quoi. Ouais, j'étais un petit peu surpris. Genre, ils agissaient comme si ils avaient déjà été formés une équipe, complète. Enfin, c'était assez étrange cette officialisation, comme tu dis, de cette équipe, eux qui ont tellement pris le temps un petit peu de construire cette relation entre les deux. Là, tout d'un coup, ah oui, on est une équipe, ah oui, et dans 10 jours, dans 2 semaines, on a un match de championnat au Madison Square Garden. Tu sens que là, comme tu l'as dit, il reste plus que 6 semaines et que vite, là, il faut tout mettre en place rapidement.
Et du coup, c'est ça qui me... Je sais pas si ça m'inquiète ou pas, mais par rapport à ce qui attend cette Rollins et Kevin Owens pour WrestleMania. Toi, si dans 2 semaines ils ont leur match tag team, derrière il reste plus il reste plus grand chose pour construire autre chose que Kevin Owens et Seth Rollins en tag team à WrestleMania. Ah, mais qui te dit qu'ils ne seront pas en tag team à WrestleMania? N'écoute pas trop les rumeurs. Non, mais j'imagine que Cody Rhodes sera là pour en manager peut-être de l'équipe. Ah bah non, mais peut-être qu'il fera le coup qu'il avait fait avec Hardcore Holly, là, avec Ted DiBiase. Il va venir, et puis en fait, ils vont trahir l'un des deux, et puis il sera tag team avec Seth Rollins, peut-être. Après tout, le freaking Rollins et le dashing Cody Rhodes, ça ferait une belle tag team, ça. Oh oui, oui, là tu vends du rêve, tu vends du rêve. Ah ouais, toujours. Allez, justement, bah, puisqu'on vend du rêve avec les tag teams, on va y rester un petit moment, puisqu'on a eu un match des champions, la Alpha Academy, contre les Street Profits. Voilà, un match un peu de gala, hein, comme ça, avec les belles, les beaux noms de la division tag team à Raw. Bon, un match costaud, effectivement, entre les quatre hommes. On a notamment Dawkins qui fait un suicide dive sur les trois autres participants à l'extérieur du ring. Donc c'est pas Montesford, hein, c'est bien Dawkins qui passe par-dessus la troisième corde. On a ensuite une sorte de, sur le turnbuckle, là, les deux Street Profits qui font une sorte de belle power bomb prise à deux sur le pauvre Gable. Otis à l'extérieur du ring va envoyer Dawkins dans les barricades. Montesford réussit à porter Otis. Alors là, la foule est en délire. Oui. Sauf qu'il n'y arrive pas. Il s'écroule avec Otis dans les bras. Et Otis n'a plus qu'à lui porter un pinfall. Mais il est bien aidé par Gable, ouais, qui tenait le pied de Montesford pour l'empêcher de prendre son élan, de mettre le pied sur la corde. L'arbitre ne le voit pas. Donc c'est une victoire un peu volée. Mais finalement, est-ce que c'est pas bien mérité pour Montesford qui s'est cru grenouille plus forte que le bœuf, IRM? Ah bah complètement, complètement. Oui, il s'est cru là. Je pense que voilà, il faut qu'il connaisse ses limites. Il Peut-être s'est pris c'est pour sa femme, en fait. On en parlera oui, plus tard. c'est vrai, ouais, mais effectivement. Peut-être qu'il s'est dit attends, il n'y a pas de raison, moi aussi je vais y arriver. Et c'était pas le moment quoi. Tu peux essayer peut-être il aurait peut-être qu'ils se sont entraînés avec Dawkins à la maison, toi. Il a invité Dawkins à un repas et puis à la fin de la soirée, ils avaient un petit coup dans le nez. Ils s'est dit ah tiens Dawkins, vas-y je te porte. Ils ont peut-être réussi. Et puis il s'est dit, ah, bah, si j'arrive avec mon pote, je vais réussir avec Otis, mais tu soulèves pas Otis comme ça, c'est pas possible. Enfin, il l'a soulevé, mais Oui. il l'a lâché aussi. Et l'autre lui est retombé dessus. Et c'était un beau finish, j'ai trouvé. C'est pas un truc qu'on voit souvent, ça. Les mecs qui se font un petit peu avoir, qui se voient un peu trop beaux et qui se retrouvent écrasés par la masse. Les lois de la physique à la WWE sont parfois assez étranges. Et là, il s'est pris un parpaing de réalité, comme on dit. Ouais. Bon, c'était un match sympathique. Et puis, quatre hommes en pleine forme. Voilà, on a fait ce qu'on a fait. On a enchaîné. Et puis, c'était plaisant, un Monday Night Raw, je trouve. Un segment Ouais, ouais. classique. Et tout le monde était au top. Toi, genre là, c'était Dawkins Ouais. qui était chaud comme la braise. À chaque fois, ça tourne Mm. un peu. Et c'est ça qui est bon, quoi. Il y a un peu de surprise à chaque fois. C'est pas toujours les mêmes qui font les hot tags. Souvent, dans une équipe, dans un duo, tu vois toujours le même qui fait le hot tag, le hot tag, le hot tag. Là, c'est vraiment, là, les dynamiques sont. Même si c'est les mêmes configurations de match, on retrouve les mêmes protagonistes, mais à chaque fois, avec des petites variations. Et voilà, on verra un petit peu plus tard que ça nous change des matchs qu'on se tape 4 ou 5 fois d'affilée qui sont toujours les mêmes. Je crois que je Bravo à la vois de division qui tu tag team, parlais. hein. Ouais, la division tag team est très en forme à Raw, très sincèrement. Elle est de qualité. Et elle voit arriver des petits nouveaux. Puisque figure-toi que nous allons enchaîner sur notre match tag team où nous voyons Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui est à NXT mais qui est en bisbille avec Dolph Ziggler. C'est Dolph Ziggler qui est venu chercher la merde un peu dans le show Purple des Iguales là. Et, euh, et donc du coup Ciampa il vient affronter les Dirty Dogs et il s'est trouvé un partenaire. Un partenaire qui est valeureux, motivé, qui veut défendre NXT. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Finn Balor. Finn Balor et Tommaso Ciampa qui vont affronter les Dirty Dogs alors qu'on nous annonce que Dolph Ziggler et Tommaso Ciampa, eux, s'affronteront au prochain NXT. Donc bah voilà, hein, Ciampa de retour après des débuts ratés il y a quelques années. C'était déjà en tag team avec le favori de Papy, avec Johnny Wrestling, Johnny Gargano. Là, il est avec Finn Balor. Et Finn Balor d'ailleurs qui est tout à son hommage, hein, qui a fait un suicide dives sur les Dirty Dogs depuis le ring. Ciampa, lui, il envoie plutôt de massue, hein, c'est un costaud, une énorme closest line sur Dolph Ziggler. Le match est
équilibré de part et d'autre. Et puis finalement, alors que Bobby Roode est dans le ring avec Tommaso Ciampa, en tout cas le petit nouveau de NXT réussit à placer une sorte de roll-up, en tout cas de maintenir Roode sur le sol du ring pendant 3 secondes pendant que Dolph Ziggler est occupé à l'extérieur. Donc, on va dire que les petits prodiges de NXT ont gagné cette première manche. Est-ce que ça t'a enthousiasmé, diverti? Qu'est-ce que t'en as pensé, Irem? Ouais, j'avoue que ça m'a pas enthousiasmé justement. J'aime pas Arrow. Enfin, bizarrement, cette histoire m'intéresse plus de l'autre côté, le côté désigual, comme tu as dit, avec Ziggler. Je suis plus excité que voilà, je suis un petit peu NXT et je suis plus diverti et excité quand Ziggler vient à NXT que quand Ciampa vient à Monday Nitro. Oui, je trouve. Y a pas, voilà, il n'avait pas forcément une pop monstrueuse, alors que voilà, je disais, il y avait un public assez chaud. Euh, L'arrivée de Finn Balor, c'était sympa, mais on verra un peu plus tard que ça faisait peut-être un petit peu doublon. Ils auraient peut-être pu trouver quelqu'un d'autre. Et puis finalement, le match était classique, mais on sortait déjà d'un autre match que j'ai trouvé beaucoup plus divertissant dans la division tag team. Et en plus, le finish était un petit peu cracra. Ce roll-up était pas très bien porté. Donc non, ça m'a pas diverti. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Ouais, moi je trouve que les Dirty Dogs, avec tous les mérites qu'ils ont, bon, Dolph Ziggler est très bon, mais ils ont jamais fait d'énormes matchs sur le ring. Peut-être la faute aussi à Robert Roode que je trouve pas très étincelant à regarder catcher. Et puis bon là, ouais, c'était assez, comment dire, pas téléguidé, mais un peu téléphoné. Ça manquait de saveur et ça manquait de cette folie qu'on avait eu au match d'avant où chacun a l'air vraiment de kiffer sa partition. Bon, c'est des débuts. Moi, j'aime beaucoup Ciampa. Je trouve que mine de rien, il dégage quand même quelque chose. Ça oui. Et je suis curieux de voir, mais à une époque où je suivais NXT intensément, quand il y avait des mecs comme Keith Lee, qui d'autre. Enfin voilà, quand il y avait des grands costauds comme ça, je me disais ceux-là, comme Alistair Black aussi, je me disais mais ils peuvent pas le rater dans le main roster. Il y a tellement une aura, il y a tellement un truc. Et puis l'histoire m'a donné tort, donc maintenant je prends des pincettes et on verra bien. Mais bon, ça commence petitement, effectivement, et je suis d'accord avec toi que quand c'est à NXT, c'est le main event, et puis c'est un taulier, alors que là, on est encore dans le ventre mou, donc c'est peut-être un timing un peu bizarre, là, juste avant la Road to WrestleMania, de le lancer là, on verra ce que ça donne. Peut-être Il un y a plein ultime de... match, ouais. T'as raison, il y a plein de timings un peu bizarres. Ça fait 2 ou 3 semaines de toute façon qu'on le dit. Il y a plein de choses un petit peu bizarres, un petit peu off, quoi. Toi, genre, qui dit, mais finalement, ouais, WrestleMania dans 6 semaines. Alors là, clairement, on construit plus le NXT Takeover. On construit quelque chose avec Ciampa dans le main roster. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Ouais. Bon, mais puisqu'on est dans la scène tag team, on va encore y rester, décidément. IRM, c'est la journée des tag team à Monday Nitro. Nous partons sur un Miz TV. Un Miz TV sans Maryse, ça manque toujours un petit peu de saveur, mais un Miz TV avec un Miz qui est vraiment très très vénère. Parce qu'à l'Elimination Chamber, on se rappelle, il a perdu contre Rey Mysterio. Il accuse la présence de Dominique Mysterio. Donc, les Mysterio, ils arrivent. Enfin, non, d'abord, le Miz est tout seul, pardon, on va rester chronologique. Et il nous dit qu'il en a vraiment marre du public, qu'en fait, c'est le public qui adore Rey Mysterio et qui déteste le Miz parce qu'ils sont jaloux du Miz. Et que ce qu'ils voient en Rey Mysterio, c'est en gros ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ce qu'ils voient dans le Miz, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Donc, voilà, il fait quelque chose de très heel classique. Et puis, il rappelle, comme il l'avait dit au dernier Monday Nitro, enfin, non, à Elimination Chamber d'ailleurs, qu'il veut un tag team partner et qu'il veut affronter les Mysterio père et fils à WrestleMania. Donc il nous parle de son partenaire qui va arriver et nous dit c'est quelqu'un issu d'une grande famille de combattants, c'est quelqu'un qui est dashing, et là les Mysterio se décident à débarquer avec leur musique. On dit putain mais les mecs, là pour le coup les timings ils ont vraiment rien compris pourquoi il lui coupe la parole au Miz. En plus c'est pour lui dire ouais personne veut être ton copain, personne sera ton partenaire, on a parlé dans le locker room, personne ne t'aime. Tu- J'imagine trop faire une enquête de Ouais. popularité. Ouais, t'es à 2%, t'es le Hidalgo du locker room. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Bon, ben c'est un peu con de dire ça, parce que le Miz, il a l'air de l'avoir, son partenaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il insiste. Il dit, mais moi, je vous défie à WrestleMania, je veux un match tag team. Et son partenaire, le voici qui débarque. C'est bien évidemment, et Papy l'avait teasé, Logan Paul,
qui débarque, le célèbre YouTuber, hein, qui a un peu plus d'abonnés que Ketchup et que Antennezologie cumulés. Mais il est là, et bon, il est costaud par rapport à Rey Mysterio, ça y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, Logan Paul. Il dit Rey Mysterio, t'es une légende, mais enfin, je suis quand même vachement plus balèze que toi. Dominique Sall fait rire, il dit bah, si c'est ça le guignol que tu veux comme tag team, c'est ok pour le match à WrestleMania. Mais après ça, bah, c'est quand même les méchants qui vont passer à tabac les Mysterios en leur envoyant quelques coups de poing et coups de coude dans la gueule. Donc, bah, ils ont l'air chauds, Logan Paul et The Miz. Mais bon, est-ce que finalement c'est pas une fausse piste? Et est-ce que le vrai partenaire du Miz, c'est pas Cody Rhodes qui va arriver plus tard? C'est ce qui semble évident aussi, Irem, non? Ouais, bah bon, Miss s'est bien amusé évidemment avec les Smart, la communauté internet de catch, avec ces petites allusions bien senties. Bon, c'est alors Logan Paul, là ils ont eu le bon goût et l'intelligence plutôt l'intelligence de le mettre directement en heel aux côtés du Miz parce que tout simplement le mec attire la hit. Donc, contrairement à son dernier passage où il était, voilà, il était voilà, plutôt du côté face, mais ça marchait pas trop. Et du coup, il s'était retrouvé un petit peu comme un con. Euh, alors, je sais bien que pour les WrestleMania, il faut des affiches de gala, mais ouais, je sais pas trop. Deux fois, enfin 2 années de suite pour le Miz. Je sais pas, c'est pas un programme super excitant, je trouve. Même pour WrestleMania, je trouve. C'est les Mysterio contre Miz et Logan Paul. Je sais pas, je suis pas convaincu. J'attends de voir peut-être un petit peu ce qui va se passer dans les semaines prochaines, comment ils vont réussir à monter la hit, mais je suis un peu perplexe là. Ouais. Ouais, je suis comme toi. Bon, on était perplexe pour comment il s'appelle, Bad Bunny aussi. Puis on avait eu un match sympa, mais parce qu'il avait joué une partition de face un peu rigolo. Et là, je trouve ça pas très bon. Enfin, comme tu dis, il est très haï, Logan Paul. Mais pour le moment, je trouve que bah, on n'est pas sur YouTube et déjà sa première prestation m'avait pas trop emballé. Bon, ça manque un peu d'intensité micro et c'est un il un peu gentil là qui bon, à part dire des trucs hyper faciles que tout le monde a déjà dit depuis 20 ans à Rey Mysterio, c'est-à-dire ah, t'as vu, je suis plus grand que toi. Super, merci. Bon, il va falloir creuser un peu. Alors le Miz peut tenir le micro, il y a pas de souci. Le mec a l'air bon quand même. Voilà, il est jeune, il est un peu costaud. Il a un frère dans la boxe ou un truc comme ça, c'est ça, je sais plus. Mais bon, effectivement, ça m'emballe pas des masses. Bon, comme toute affiche de gala à WrestleMania, parce qu'on sait bien que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et que le lendemain, bah, le mec sera retourné à ses activités personnelles et ça aura pas donné grand-chose à part attirer un peu plus d'attention médiatique. Mais bon, je sais pas si vraiment les gens du mainstream vont aller acheter leur place pour voir Logan Paul dans l'arène, ça j'en doute. Ouais, ouais, effectivement. Bah, voilà, c'est une personnalité connue. En plus, le mec a vaguement. Enfin voilà, il a un match de boxe contre Mayweather, donc bon, il s'est fait maîtriser quoi. Mais Ah oui, c'est lui qui était boxeur, effectivement. ouais, 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 avec lui et son frangin, ils sont dedans quoi. Surtout son frangin, je crois, qui est un peu plus, voilà, qui est un peu meilleur dans l'exercice. L'autre, bon, voilà, clairement, il s'entraîne et je sais pas, ouais, est-ce que j'ai envie que ce soit une fausse piste, mais comme tu l'as dit, toi, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire une fausse piste pour WrestleMania là. Non, Euh, je pense pas. donc, bah, si on doit y aller, on ira, hein. Peut-être qu'on sera Ouais, surpris, ouais. peut-être, peut-être. Ouais, peut-être qu'on sera surpris, mais comme tu dis, c'est vrai que ça devient un peu le rôle du Miz. Et puis bon, bah à côté de ça, bon, tant mieux pour les Mysterios qui vont avoir leur petit segment familial, mais ça, voilà, c'est du gala, c'est du gala. Après, c'est des stars internationales, hein, même Mysterio, c'est un des catcheurs sûrement les Bien plus sûr. connus mainstream, donc voilà, c'est la petite affiche pour vendre. Bon, bah, on va quitter la division tag team, Irem, on referme la porte sagement, et puis on va passer à la division féminine, où nous allons nous retrouver, je pense, dans ce à quoi tu faisais allusion, des matchs qu'on a déjà un petit peu trop vus, non? C'est peut-être à ça que tu faisais Ah allusion? ouais, es-tu sûr de vouloir vraiment vouloir ouvrir cette porte, Raphaël? Bah écoute, on va l'ouvrir, on va passer très rapidement. On va passer très rapidement devant Rhea Ripley qui affronte Nikki Ash. Nikki Ash qui est agressive, insultante, qui provoque Rhea Ripley, mais qui va se prendre assez rapidement un petit Riptide. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas sorti les timings du match. Pardon, les timings des matchs, je vais les regarder de suite pendant que je finis d'analyser cette rencontre qui donc, bah voilà, c'est fini avec une victoire de Rhea Ripley. Donc c'est une rivalité qui
il était en complet sens unique puisqu'elle n'a jamais gagné le moindre match de mémoire, Nikki Ash contre son adversaire. Donc est-ce qu'on pourrait effectivement, ce serait ma question, refermer cette porte? Oui, refermons cette porte, fermons cette porte, voilà. Passons à la pièce suivante. Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est rester dans la même pièce de la division féminine. On peut regrouper les segments. Donc Rhea Ripley, Nikki Ash, ça avait duré 2 minutes 30 au passage. Donc nous avons eu un autre match féminin. Nous avons eu Bianca Belair qui est arrivée sur le ring. Donc elle a gagné l'Elimination Chamber match. Elle est très contente. Elle vient un peu faire la belle là quand même. Elle vient dire ah là guys, c'est moi qui ai gagné tout ça. Elle nous rappelle qu'elle est la EST machin. Becky Lynch arrive pour la féliciter. Becky Lynch lui dit quand même là on a sur une grosse performance. On a deux meufs qui ont déjà main eventé WrestleMania, qui vont se retrouver à WrestleMania, même si évidemment Becky Lynch le dit, sans le main event de Becky Lynch, il n'y aurait pas eu celui de Bianca Belair. Bianca qui dit ouais, toi t'étais la première, mais moi je l'ai mieux main eventé WrestleMania. Façon de parler. Et puis Becky Lynch, elle rappelle bon, le match à SummerSlam, qu'elle a gagné en 26 secondes contre Bianca Belair. Et elle dit Bianca, depuis ce temps-là, t'essayes toujours de te faire passer pour la victime dans cette histoire. Bianca, elle dit non, c'est pas vrai. Moi, depuis, j'ai bien appris. J'étais ça le Survivor au Survivor Series. J'ai gagné ci, j'ai gagné ça. J'ai tout le temps été quasiment. Elle est quasiment invaincue, Bianca Belair, elle le dit. Et Becky Lynch, elle dit ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, c'est moi qui suis la victime de tout ça. En fait, voilà, il y a un an, tout le monde aimait Becky, tout le monde scandait Becky. J'étais le moneymaker et depuis que t'es arrivé, là, plus personne ne m'aime, tout le monde t'aime à toi. Donc c'est moi la victime de cette histoire. Bon, là-dessus, on va vite être interrompu par Doudrop qui débarque, dont on parlait tout à l'heure, parce que Doudrop a un match contre Bianca Belair et Becky Lynch va, elle, partir au commentaire, va rejoindre Corey Graves. Elle va souffrir aux commentaires. Becky Lynch, elle va vraiment vivre la situation à plein. Elle va avoir chaud, elle va avoir froid, elle va enlever son manteau, elle va trembler, tout ça. Corey Graves va lui faire de l'air avec une petite serviette. Parce que sur le ring, bah, il se passe quand même pas mal de choses. On a un match de 11 minutes, une belle performance avec une Doudrop qui va pas mal dominer, qui va faire souplesse à Bianca Belair, mais Bianca qui rend pas sa part au lion, qui va quand même placer un Spinebuster sur Doudrop, qui va lui faire un moonsault, son moonsault en rebondissant sur les cordes, qui va même lui placer une souplesse, qui a fait une powerbomb depuis le turnbuckle, et puis quand même, en petite touche finale, elle va réussir là où son mari avait échoué quelques minutes plus tôt, elle va réussir à soulever son adversaire, à soulever Doudrop, bon, bien aidé par le turnbuckle, mais quand même, elle va la porter sur ses épaules, et lui placer un KOD pour la victoire. Donc Bianca Belair a gagné, elle parade au milieu du ring, Becky Lynch elle se met debout sur la table des commentateurs, elle soulève et elle brandit bien sa ceinture, et Bianca Belair du coup elle soulève et elle brandit ses cheveux, sa natte, voilà, pas trop quoi faire de ses doigts à ce moment-là je pense. Mais est-ce que ça t'a un peu emballé quand même cette partition féminine là? C'était un peu Oui, mieux? oui, c'était mieux, c'était pas difficile de faire mieux, mais ils l'ont quand même fait. J'aime bien, enfin voilà, j'aime beaucoup Drop. J'aime beaucoup ce match-là, ce match-up avec Bianca Belair qui te fait bien comprendre quand même, enfin voir qu'on a quand même des sacrés spécimens physiques et athlétiques à WWE. J'étais un petit peu d'ailleurs déçu de la prestation de Doudrop à la chambre d'élimination. La façon dont elle avait été éliminée, je trouvais que voilà, on aurait pu quand même écrire des choses beaucoup plus fortes et impactantes pour Doudrop. C'est quand même pas n'importe qui. Mais voilà, Bianca Belair, c'est pas n'importe qui non plus. Et waouh, enfin, c'est John Cena, hein, Bianca Belair. C'est John Cena. Ah oui. Enfin, elle construit sa légende sur son charisme et sur son parcours, mais aussi sur son athlétisme et sa puissance. Enfin, placé, enfin voilà, tu le dis, elle a réussi là où son maigrelet de mari a lamentablement échoué. Et on est là dans un weekly, dans un match finalement sans grande importance, et elle te porte Doudrop, quoi, alors, dont je ne connais toujours pas le poids, comme je l'avais déjà dit la dernière fois. Mais Oui, on avait déjà eu ce segment quand même, il oui, faut le c'est dire. ça, voilà. Effectivement, voilà, c'est une affiche qu'on a déjà eue, mais pour autant, j'ai trouvé ce match vraiment. Enfin voilà, on regarde le catch aussi pour ça, pour voir des spécimens physiques faire des choses tout simplement inimaginables, hors du commun pour nous, pauvres mortels. En plus, là, la petite touche sympathique, c'est évidemment d'avoir Becky Lynch au commentaire qui est. Voilà, qui est.
elle a beau se plaindre et dire qu'elle est une victime dans tout ça, nous aussi on est victime du talent de Becky Lynch qui entraîne en plus Bianca Belair derrière elle. Enfin ça c'est formidable d'avoir comme ça des main eventers qui entraînent avec eux les stars de demain quoi. Bianca Belair qui est le gros projet de la WWE. Donc bravo aux trois là, les trois filles là, c'était super ce qu'elles nous ont proposé. Ouais, je rejoins tout à fait ton analyse. Bon, Becky Lynch, elle surnage sur tout le monde, hein. C'est impressionnant, mais c'est vrai qu'on vient de parler de ce parallèle qu'il y a eu entre Montez Ford et Bianca Belair qui sont donc en couple. Et puis bah moi je trouve que c'est vrai Becky Lynch et son compagnon aussi Seth Rollins, ils sont un peu dans un registre en ce moment où, au niveau micro et prestations et charisme, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Et là, elle nous a régalé avec ses commentaires. Mais super match, enfin, Bianca Belair, comme tu l'as dit, pour moi, elle mérite totalement, hein. C'est vrai que ça aurait été sympa, un petit push pour Rhea Ripley qui a pas démérité ces derniers temps, mais on sent qu'elle est encore un petit peu en dessous, même si ça reviendra. Je suis assez confiante pour l'Australienne. Bianca Belair, ça y est, elle est installée. Il n'y a jamais vraiment eu cette revanche post SummerSlam. Pas dans un grand événement en tout cas, donc moi je veux le voir et même si c'est fort probable qu'elle se fasse piquer le main event par l'omniprésente Ronda Rousey dans un des deux soirs là, dans le samedi soir, ça mériterait. Moi je trouve c'est vrai qu'elle mériterait ces deux-là. Ça m'intéresse plus en tout cas que Charlotte et Ronda Rousey, même si ça va déplaire à Tonton, mais bon Tonton est parti à la guerre défendre son pays, donc Oui, il nous mais écoutera ouais, peut-être. je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup plus Mm. que l'affiche de Charlotte Ronda Rousey. Beaucoup plus. Après, voilà, la construction n'est pas du tout la même, mais ouais, effectivement, au niveau money, attirer le mainstream et le regard des médias, les caméras des médias, évidemment que Ronda Rousey, elle est là. Et évidemment que si un des deux matchs féminins, et il y en aura un, fait le vrai main event d'une des deux soirées, ce sera malheureusement peu de chances que ça soit Bianca Belair et Becky Lynch. Mais c'est des deux confrontations, c'est clairement la plus excitante et la plus intéressante, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. À tes yeux, mais n'hésitez pas, peuple de catcheurs, de catch-up, à nous donner votre avis en commentaire. Évidemment, je ne fais que donner mon avis, qui est forcément Mais le c'est... bon, puisque c'est le mien. Mais si vous voulez Voilà, donner le vote, pourquoi pas, allez-y, hein. allez-y. Est-ce que tu as de l'intérêt pour le segment qui va arriver ensuite? C'est Damian Priest, donc qui est champion US depuis un bon moment maintenant. Il affronte Shelton Benjamin, accompagné par Cédric Alexander. Donc voilà les deux toujours membres du Hard Business, visiblement. On en a déjà parlé récemment. Bon, même si Cédric Alexander essaye de faire des distractions, c'est assez rapide, hein. Priest, il gagne globalement clean. Il a même pas besoin de devenir Super Saiyan, là. Il va faire son reckoning et il va battre le vétéran Benjamin. Mais après cette prestation, qui a duré très exactement 3 minutes 10, il prend le micro et, euh, et il nous fait un peu voilà, son Vladimir Kozlov, tiens, justement, puisqu'on est dans une période russe, hein, on en parlait, voilà, c'est la domination russe qui arrive sur le monde. On se souvient de Vladimir Kozlov qui demandait Better Competition, souvenez-vous de ce personnage incroyable et magnifique. Et ben, il fait un peu la même chose, il nous dit qu'il veut de l'opposition, là, qu'il en a marre de défoncer un peu tout le monde, et que la semaine prochaine, il va mettre son titre en jeu, hein. Il nous fait un Open Challenge, Damian Priest, mais là, il veut quelqu'un de prestigieux. Il veut un main eventer, un champion du monde, il veut du matos. Et là, ben, on a le retour de Finn Balor qui revient une deuxième fois, qui n'était pas tout à fait douché encore après son match avec Tommaso Ciampa, et qui prend le micro. Alors à Ciampa, il avait dit ouais, tu veux un mec costaud, tu veux un mec d'NXT, on dirait que tu parles de moi. Et là, il lui dit hey, tu veux un mec costaud, tu veux un ancien champion du monde, tu veux un mec, on dirait que tu parles de moi. Finn Balor est très égocentré quand même. Et donc il est chaud. Il est chaud, donc visiblement la semaine prochaine, alors ce coup-ci c'est pas le Madison Square Garden, c'est dès lundi prochain, nous aurons une affiche entre Finn Balor et Damian Priest. Alors est-ce que ça va nous occuper jusqu'à WrestleMania, IRM, ou est-ce que c'est qu'une étape pour ouvrir une perspective à un Damian Priest qui aurait des affiches très prestigieuses? Et pourquoi pas Cody Rhodes à WrestleMania, n'est-ce pas? Ça paraît ouvert pour lui, l'American Nightmare, là. Oh bah pour moi, c'est même sûr et certain. S'il y a bien quelque chose de sûr dans ce monde à l'heure actuelle, c'est que Cody Rhodes ira détrôner Damian Priest et hop, un petit sera notre nouveau champion des États-Unis lors du main event de WrestleMania, à n'en point douter. Il défendra d'ailleurs son titre dès le lendemain soir dans la deuxième soirée de WrestleMania.
avec une victoire à la clé. Écoute, moi, Priest versus Balor, oui, d'accord, oui, là, ok, là, je suis d'accord, c'est effectivement du calibre de champion mondial. Alors, il m'a fait marrer, Priest, parce que c'est pas comme si la semaine dernière, il avait affronté Jay Styles, dans le genre compétition face à des champions de haut calibre et des main eventers, voilà, il avait été quand même entendu. Clairement, au niveau de la foule, il y a très très moyen de le faire tourner heel assez facilement. C'est Damien Priest. Qu'on en est en. Bon, moi j'ai l'impression qu'il l'est déjà, ouais. Oui, mais toi, on tâtonnait un petit peu, on était dans de l'eau de shed un peu avec lui. Toi, il était là en mode oui, alors j'ai deux visages, des fois je suis des fois je suis très sympa, puis à tout moment je peux péter un câble. T'es le genre de mec que Ouais. t'as pas envie d'inviter en soirée. J'ai l'alcool mauvais. Et là, clairement, bon, en plus, ils font rien pour effectivement que le public soit derrière lui. Donc, en plus, en mettant Finn Balor dans les pattes, on va avoir un Damian Priest un peu détestable, on va dire, avec ces Open Challenge. Des Open Challenge lancés par des heels, en général, ça tire bien la hit. Et puis, Finn Balor, est-ce que Finn Balor ne va être qu'une étape? Est-ce que on va enchaîner peut-être des anciens champions Damien Priest, est-ce qu'il va devoir finalement un petit peu filouter? Puis est-ce qu'à la fin, on n'aura pas tout ce beau monde dans une seule et même affiche, toi, dans un match, Ça serait bien, un ouais. Fatal 4-Way ou quelque chose comme ça? Tu veux vraiment la compète? Eh ben tiens, vas-y, on va te mettre du Finn Balor. Je sais pas qui c'est qu'on a un petit peu qui traîne dans la mid-card, mais et qui Bah, pourrait. Ziggler, hein, pourrait. Ouais, pourquoi pas Ziggler? Théo et Seth Rollins, je sais pas trop. Et Jay Styles, peut-être aussi, qui pourrait revenir, tu vois. Et puis pourquoi pas offrir ce match-là, enfin, voilà, cette configuration qu'on n'a pas trop eu ces derniers temps, ces dernières années. Que ce soit un match à l'échelle ou juste un Fatal 4-Way. Enfin, justement, pour le match US, on a eu pas mal. Je me souviens, à la Nouvelle-Orléans, c'était déjà ça. Il y avait une triple threat, je crois, un Fatal 4-Way pour le titre US, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui nous attend à WrestleMania, à part Cody Rhodes? Ouais, moi je pense que ça pourrait être sympa. J'espère effectivement qu'on va avoir soit des personnages nouveaux qui vont enrichir cette rivalité, soit une rotation en tout cas, mais j'espère pas qu'on va juste partir avec, je sais pas moi, comme tu dis, un dirty finish la semaine prochaine et puis une feud entre les deux et un match 1 contre 1, ça serait un petit peu dommage. On peut rajouter du monde là-dedans. Tu parlais tout à l'heure de la répétition de Finn Balor qui est venu 2 fois. Moi je pense que c'était un peu c'était volontaire, ça fait un petit moment qu'on l'ait pas trop vu, hein, de nous le rappeler en début d'émission pour que voilà, on pop un petit peu à son entrée, à tout ça, et puis qu'après il revienne et on se dit ah ouais, c'est encore Finn Balor et que ça aurait peut-être pas fait le même Repop, effet ça si repop. ouais, c'est ça. Ça aurait peut-être pas fait le même effet s'il était arrivé là de nulle part. Oh si, quoi, remarque, Ah ça aurait fait oui, une belle non, pub moi si. justement sur le coup, je me suis dit, ah, c'est dommage de l'avoir, toi, déjà Ouais. éventé juste avant. Comme tu dis, ça faisait quelques semaines qu'on l'avait pas vu, le public était assez chaud. Il aurait pu tout à fait, tu balances la musique de Finn Balor, que voilà, tout le monde se met debout. Bon, là, ils ont. Ah, là, c'est sûr que là, s'ils voulaient qu'on se souvienne que Finn Balor était toujours là, ils ont réussi, hein. Ouais. La pauvre demain, Allez, t'apprends que Finn Balor, on lui souhaite tout le meilleur pour future Endeavor, tu vois, il se fait virer le le mec, pauvre. fin de contrat. Je ne lui souhaite pas, je ne lui souhaite pas, mais on ne sait jamais dans ce monde fou et dans ce monde de fou du catch. Et un monde fou du catch, on va avoir un nouvel exemple parce que le segment qui suit, il est vraiment fou. Il est vraiment complètement fou, Irem. C'est le champion 24/7. C'est Reginald. Moi, je n'arrive pas à l'appeler juste Reggie, hein, c'est notre ami Reginald qui débarque. Il est champion, il prend le micro et il dit qu'il a des choses à dire. Il aimerait bien que toute la clique de la division 24/7 le laisse tranquille, hein. Donc c'est super, ça officialise complètement que c'est une division à part, hein, personne ne viendra lui prendre le titre. Non, et la semaine dernière, voilà, il était en rendez-vous galant, on se souvient, pour la Saint-Valentin avec Dana Brooke, qui était la championne, puis il lui a piqué la ceinture. Bon, il s'en veut, hein, il s'en veut, il s'excuse, il n'a pas pu résister. C'est une sorte de réflexe quand on est catcheur de vouloir piquer une ceinture. Mais il demande à Dana Brooke de venir, donc elle arrive, elle comprend pas trop ce qui se passe. Reginald il dit qu'il a compris que finalement il y a rien qui vaille mieux que l'amitié, que la valeur, que c'est pas bien là ce qu'il a fait. Donc il réclame un arbitre et il se couche au milieu du ring, Reginald.
Et il demande à Dana Brooke de lui faire le tomber. Donc, elle s'exécute. 1, 2, et hop, il lève l'épaule, near fall. Alors, moi, je pensais qu'il était vraiment vicieux, ce Reginald, hein, que tout ça était une grande moquerie à l'écart de Dana Brooke. Ça aurait pas été sympa. Non, non, en fait, c'est un réflexe, là aussi, c'est un réflexe de catcheur, hein, quand t'es couché les deux épaules au sol et que t'entends quelqu'un qui tape 1, 2 sur le ring, tu lèves, t'as une espèce de réflexe de Pavlov. Donc il dit non, non, désolé, là c'est un réflexe, recommence. Donc Dana Brooke elle recommence, elle fait 1, 2, il se relève l'épaule. Ah bah putain, décidément, là, il y a un réflexe. Dana Brooke, elle a une idée, elle comprend. Elle saisit Reginald qui est donc couché sur le ring et elle lui roule une énorme pelle, un La bon gros galoche. bisou, La une galoche. galoche. Et là, il a plus de réflexe. Hein, il a peut-être un réflexe ailleurs, mais en tout cas, il a plus le réflexe de l'épaule et l'arbitre compte 1, 2, 3 et Dana Brooke a donc repris sa ceinture. Et c'est à ce moment-là, les champions, les challengers sont quand même très gentils. Hein, c'est à ce moment-là que les challengers du titre 24/7 arrivent à toute vitesse, là, les Tozawa, les R-Truth, etc. Alors, on aura un segment où Tozawa tombe dans les bras de Tamina et lui réclame lui aussi un gros bisou, mais Tamina elle préfère le lâcher comme une merde sur le ring. Et après, on repart à la Benny Hill dans les coulisses. Donc, voilà, amitié, amour, on s'est réconcilié entre Reggie et Dana Brooke. Est-ce que toi, tu as été diverti par tout ça? Ah ouais, amitié, amour, on a aussi un petit peu presque du sexe, hein, limite, hein, voilà, presque, hein, parce que comme tu l'as dit, c'est pas l'épaule de Reginald qui s'est levée par réflexe sur la troisième tentative. Non, mais écoute, voilà, c'est rigolo, on n'en veut pas plus, enfin, on en a déjà discuté. Si, on voudrait justement qu'il y ait des choses un peu plus folles qui se passent, mais ça, j'ai trouvé ça plutôt divertissant, même si c'était assez convenu finalement. Donc là, voilà, comme tu l'as dit, la division 24/7, puisque c'est une division à part. Alors ils sont 5, hein. Elle se tient bien. Eux, ils ont l'air de s'abuser, donc c'est au moins Ouais, ça. ils ont fait. Je pense que la plupart, en tout cas, et Reginald, qui n'est pas du tout catcheur de formation, et R-Truth, qui commence à avoir un certain âge, hein, ils se satisfont totalement de la situation. Bon, il y a le petit Tozawa au milieu de tout ça qui aurait pu peut-être à une époque rêver mieux, mais bon, il joue le jeu, il s'amuse, et bon, tant mieux, tant mieux. Et d'ailleurs, à noter, en info extérieure, hein, vous l'avez peut-être appris, mais l'un des grands, l'un des grands piliers du 24/7 à une époque, Drake Maverick est de retour à la WWE. Il a été réintégré parce qu'il avait Bon. été viré et il a été intégré dans l'équipe scénaristique par contre. Ah d'accord. Oh là là, bah, d'accord, parce qu'on l'a pas vu. On ne l'a pas vu, mais Drake Maverick est de retour à la Ah, bah ça me fait WWE et c'était plaisir. Je savais pas. Écoute, Raphaël, une voilà, bonne nouvelle, parce que ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai toujours eu beaucoup euh, d'affection, d'affection, merci, d'affection on peut le dire. pour ce Drake qui a toujours réussi à. On lui a filé beaucoup de merde. Il fait partie de ces gars-là comme des Samizen, si je puis dire, à qui on file les pires trucs, mais à chaque fois qui en tirent le meilleur. Et j'étais un peu triste que finalement il quitte le navire de Stamford. Et bah écoute, je suis bien content. Je pense que c'est un mec qui a plein d'idées. Et je suis bien content qu'il rejoigne l'équipe déjà fort talentueuse scénariste de la WWE. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On attend nous aussi la lettre, hein, dans la boîte aux lettres. On verra, peut-être un jour. En tout cas, il y en a un qui n'attend pas. Quand il veut quelque chose, il vient le réclamer. Hein, depuis le début de l'émission, on nous l'annonçait, c'est le retour de Edge ce soir. Edge qu'on n'avait pas vu depuis le Royal Rumble avec sa femme là qui avait battu le Miz et Maryse, tout ça. On se demandait un peu qu'est-ce qu'il allait faire, hein, Edge. Et puis le voilà. Il débarque, il s'assied sur une chaise et il est très très content de finir. Hein. Il dit ça fait du bien, putain, le public, la foule et tout. Il nous raconte son tout premier WrestleMania. Hein, alors il était là au 14e WrestleMania, c'est pour vous dire combien il est vieux. Mais il n'était pas sur le ring, hein, il était engagé à la WWE, mais il était encore sûrement dans le territoire de développement. Et puis il nous raconte voilà toute sa légende de WrestleMania. Il nous raconte son mythique Ladder Tag Team match dans WrestleMania, qui était le meilleur de tous les temps, paraît-il, le 17, hein, c'est ça. Il nous raconte son match contre l'Undertaker aussi, un peu plus tard. Il nous raconte son dernier match à WrestleMania qui avait été l'arrêt de sa première carrière. Hein. Bon, il cite pas Alberto Del Rio qui était son adversaire du soir, mais quand même, voilà, toutes ces légendes. Puis WrestleMania de l'an dernier, hein, contre Roman Reigns, tout ça, il est énorme à WrestleMania. Edge, c'est bien ce qu'il nous dit, hein, que lui, il se nourrit du public et que WrestleMania étant
le moment où il y a le plus de public, il fait un peu un Genki Dama, hein, pour reprendre les métaphores de Super Saiyan et de Sangoku. Voilà, il prend l'énergie de la foule, il la puise. Donc, quand il y a WrestleMania, il devient hors du commun, Edge, et il transforme ses adversaires. Il devient même phénoménal, il va nous dire. Il utilise ce mot peut-être à dessein. Donc, Edge veut WrestleMania, Edge a besoin de WrestleMania, mais pour lui, WrestleMania a besoin de Edge. Donc il ouvre un challenge, il nous dit les gars, qui que tu sois, viens me défier, mais alors step up, hein, saut au niveau, relève la barre, et je te fais entrer dans la légende. Donc Edge cherche un adversaire, et ça ne sera pas pour ce soir, puisque personne ne viendra interrompre une promo tellement habitée, hein. Il est face caméra, on a un gros zoom, il est tout rouge, Edge, il est à fond dans son truc. Donc peut-être le temps que le locker room réfléchisse et se dise merde, est-ce que j'y vais ou est-ce que je vais pas. Mais bon, voilà, phénoménal, c'est peut-être pour nous prédire une affiche qui est évidemment prestigieuse contre AJ Styles. Presque ça serait pas un beau shot pour Cody Rhodes aussi, tout ça, IRM. Qui d'autre que Cody Rhodes? Alors là, par Ah contre, ouais. le problème que j'ai avec Cody Rhodes, c'est que Edge, clairement, c'est Cody Rhodes qui va faire vivre Edge pour toujours. C'est Cody Rhodes qui va porter Edge au summum de sa carrière en lui offrant ce match-là. Donc, ça marcherait pas trop, tu vois ce que je veux dire? C'est dans le mauvais sens. Bah ouais, c'est dans le mauvais sens. Donc, effectivement, peut-être, ce serait quand même malgré tout, ce sera malgré tout un grand match. Cody versus Edge, à n'en point douter. Autrement, effectivement, il a placé une ou deux, sûrement peut-être d'autres qui nous ont échappé. Alors, il y avait le phénoménal pour AJ Styles, aussi le Live Forever, qui est quelque chose utilisé par Damian Priest. Ah, je pensais que c'était Liv Morgan. Ça aurait fait un beau match aussi. Ouais, ouais, oh là, je pense que ouais, elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer immédiatement. Et puis il y en avait sûrement deux ou trois. J'étais là, j'écoutais, j'ai dit attends, à un moment il utilise aussi undeniable. Oh là là, c'est un adjectif très compliqué ça pour une promo. C'est sûrement une catchphrase d'un catcheur, mais j'ai pas retrouvé qui. Donc on place quelques pistes et quelle intensité dans cette promo. Quelle intensité. Ah ouais. Le mec posé au milieu du ring sur sa chaise avec ce cadrage intense, les veines qui ressortent et le visage qui rougit au fur et à mesure du Hall of Famer. Waouh, on était pris dedans. Là, c'est là où tu vois tout le talent du mec, parce que clairement, ce Monday Nitro a été, on en reparlera dans notre mot de la fin, mais il a été aussi le point de départ de la création de plein de potentielles rivalités pour WrestleMania un petit peu sorties du chapeau. Quand tu as besoin de créer une rivalité de toutes pièces, tu prends Edge, tu le mets sur une chaise avec un spotlight, une lumière sur sa tronche, 10 minutes au micro, et le mec te hype pour un match à WrestleMania que tu sais même pas qui ça va être. C'est très fort, c'est très fort. Là, franchement, bravo Edge, c'était une promo d'ores et déjà mythique. Ah bah ça, je crois que notre ami Tonton a beaucoup apprécié. Je pense que c'est ça qui l'a motivé à partir au combat, hein, parce que là, c'était vraiment un appel à la baston. C'est fort, c'est fort. Moi, je suis toujours pris dans le moment. Bravo Edge. Après, c'est un peu quand j'en ressors, je me dis, ah, c'est bien, mais est-ce que enfin, c'est un peu sorti de nulle part, comme tu dis, et du coup, ça donne une impression d'un peu Edge qui, bon, voilà, il s'est enflammé, il s'est un peu énervé tout seul. Mais c'est son registre de post-retraité, hein, parce que ça, il l'avait pas du tout quand il était le catcheur qu'on a connu, le filou, avec les Money in the Bank, les cash-in et tout. C'était la pire des ordures. Edge, prêt à tout pour gagner. Là, depuis qu'il a fait 11 ans de retraite, il est revenu avec cette espèce de nouvelle personnalité qui est passionné, flamboyant, qui adore le public, qui adore le catch, qui s'en nourrit. Donc c'est son nouveau style, c'est son nouveau mot d'ordre. Ça correspond assez bien, je trouve, avec son style de catch, hein, qui est un peu fatigué, un peu vieillissant, mais qui catch avec la passion. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est un peu, voilà, il s'enflamme sans adversaire. C'est étonnant, c'est impressionnant. C'est une belle performance artistique, mine de rien. Et ça laisse présager. Edge, on est à peu près rassuré, hein, depuis qu'on l'a vu revenir de sa retraite, hein. Il fait toujours des longs matchs. Il fait des matchs qui sont plutôt pas mauvais, globalement. Et là, à WrestleMania, ils lui mettront forcément, je pense, un très bon catcheur face à lui, que ce soit AJ Styles ou autre, hein, ça pourrait être. Mais ça sera, à mon avis, du même registre que
que Seth Rollins qui a eu l'été dernier. Donc là, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais comme il y a eu pour Seth Rollins, voilà, c'est des rivalités un peu tombées de nulle part, juste parce que ça fait une belle affiche avec Edge et ça nous contente très bien. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Oui, voilà. Bon. On a eu 2 Open Challenge lancés par 2 hommes ce soir pour WrestleMania. C'est vrai. Et est-ce que finalement ils vont pas trouver un terrain commun d'entente, dire répondre à l'Open Challenge mutuellement? Ah, c'est possible, ouais. Et comme tu l'as dit, c'est sorti de nulle part. Malheureusement, bah, on en était là. C'est la situation à l'heure actuelle à la WWE. Hein. On avait peu de matchs, peu de visibilité sur ce WrestleMania. Et au moins là, Edge, bah, voilà, il s'est enflammé tout seul, mais il s'est bien enflammé, donc ça passe pour moi, ça passe. Ouais, très bien, ça passe bien. Allez, main event maintenant. Main event, Irem. Yes. Main event, donc on nous l'avait promis en ouverture, hein, c'est un match entre les RK Bro, donc Randy Orton et Matt Riddle, contre Kevin Owens et Seth Rollins. Et donc il y a une stipulation, c'est qu'il y a un match pour le titre qui est prévu bientôt des RK Bro qui l'ont gagné grâce à ce fabuleux concours en 3 manches là, d'intelligence et autres. Mais Seth Rollins et Kevin Owens, ils veulent s'immiscer là-dedans. Ils veulent faire un triple threat. Et donc il faut qu'ils gagnent ce match. Et celui qui en a vraiment très envie, visiblement, c'est Kevin Owens, parce que Kevin Owens, mine de rien, c'est quand même un bon pote, et il va régulièrement dans ce match se sacrifier, notamment à un moment donné, à l'extérieur du ring, euh, Randy Orton, il a attrapé Seth Rollins, et puis il va le soulever, et puis le faire tomber à plat sur la table des commentateurs. Il lui prend sa place, hein, Kevin Owens, il attrape Seth Rollins, et puis en gros, il prend la place à son tour, donc c'est lui qui se fait éclater sur le ring, mais ça permet à Seth Rollins de se précipiter in-ring et de faire un suicide dive sur Randy Orton, donc c'est un bel enchaînement. On a aussi un très joli enchaînement, j'ai trouvé très fluide entre Seth Rollins et Riddle, hein, Riddle qui domine avec un coup de pied, une German suplex, il y a une belle opposition. Kevin Owens va bloquer Matt Riddle dans le turnbuckle. Là, il allait sauter, il allait faire son floating bro, puis Kevin Owens lui coince le pied, il tombe à l'envers. Donc là, c'est Seth Rollins qui fait sa prise, où il se met debout sur le turnbuckle et il saute à pieds joints sur le torse de son adversaire. Ça fait très très mal. Ils vont bien travailler ensemble, les heels. Hein. Kevin Owens va faire un senton sur Riddle, puis Seth Rollins un frog splash, et ça fait near fall. Ils y croyaient là, ils y croyaient à la victoire. Hein. Mais Riddle va quand même réussir à placer le hot tag sur Randy Orton qui est chaud bouillant et que la foule réclame. Il va faire un DDT sur les cordes qu'il essaye de faire aux deux, mais Kevin Owens va réussir à sauver là aussi Seth Rollins, c'est lui qui va l'encaisser. Randy Orton va teaser son RKO, mais il va pas réussir à le passer. Et à l'extérieur du ring, Seth Rollins, alors qu'on est revenu entre-temps dans les cordes entre Kevin Owens et Matt Riddle, Seth Rollins va faire un curb stomp sur Randy Orton. Et Matt Riddle, qui est tout seul au milieu du ring, qui est l'homme légal, il va prendre un buckle bomb, un stunner de Kevin Owens et le curb stomp. Et voilà, bon, bah, il n'y a rien à dire, hein, c'est irréprochable. En vrai, c'est relativement clean. Et Seth Rollins et Kevin Owens qui vont devoir, pour faire plaisir à IRM et Papy, se trouver vite un nom d'équipe. Et puis ce sera plus facile à dire. Et voilà, la Seth KO, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, a remporté ce match. Et donc ils seront dans la title picture. Donc on nous promet un très gros triple threat au Madison Square Garden. 12 minutes. Est-ce que la mission est remplie ce soir, IRM? Mission est excellemment remplie. C'est un super main event. Pour le nom de l'équipe, je te propose tout simplement RKO. Ça fait Rollins, Kevin Owens, RKO. Voilà. Pas mal. Je pense pas que soit déjà déposé. Ou SRKO peut-être, tout simplement. SRKO. Pour être ça passerait peut-être plus. Non, c'est un super match, plein d'énergie, avec plein de contres, des belles constructions, là, notamment cet enchaînement, là, cette finalité, là, cette fin, toute une série, tu fais waouh, ok, enfin, il y avait de l'intelligence dans la façon dont ils ont géré cette dernière route là, vers la victoire, avec le stunner, puis le stomp, c'était vraiment plein d'intensité. Une équipe qui fonctionne vraiment très très bien, Seth Rollins et Kevin Owens. Et du coup, je suis à la fois rassuré et puis aussi un peu inquiet. Vraiment, Le timing. ouais, le timing. Est-ce que je serais très content de les voir aller jusqu'à WrestleMania en équipe. Pourquoi pas face à nos amis de la Alpha Academy, mais en même temps, on a aussi les RK Bro qui sont chauds comme la vraie. Je sais que toi, tu aimerais bien les voir un dernier run
une belle prestation à WrestleMania et ce serait bien effectivement, il serait tout à fait mérité. Mais du coup, enfin, qu'on met tout le monde, est-ce qu'on remet tout ce beau monde là dans un gros match avec toutes ces tag teams qui, on l'a dit avant, enfin voilà, on a une super division tag team à Monday Night Raw. Ils ont finalement tous leur place sur la carte. Donc ouais, pourquoi pas finalement, pourquoi pas envoyer ce beau monde. Et finalement, c'est ce qu'on est en train de nous raconter là, quoi, que cette équipe-là, c'est une équipe sur laquelle on peut compter pour WrestleMania. Bah oui, c'est-à-dire que si on n'écoutait pas les rumeurs et si on oubliait que Kevin Owens, encore une fois, hein, à Raw, au commentaire, en interview, pardon, a dit du mal du Texas, de cette sombre merde qui était le Texas, ce qui nous laisse à penser, bon ben voilà, quelques pistes qui sont évoquées sur les dirt sheets les plus sales. S'il y avait pas ça, moi je serais chaud, hein, je trouve qu'en fait cette affiche-là serait une très belle affiche pour WrestleMania, ce triple threat euh, qu'on pourrait éventuellement, pour le prestige, y retirer l'Alpha Academy, puis avoir les RK Bro contre les, comme tu dis, les SRKO, mais c'est un peu dommage, ils sont méritants, les Alpha Academy, donc ils méritent leur shot aussi. Mais c'est pas ce qui va se passer, je pense, parce qu'on va pas avoir ce triple threat une deuxième fois. Et le problème aussi, c'est qu'on a un WrestleMania en 2 soirs, et on l'a vu lors des dernières éditions. En 2 soirs, il en faut des affiches. Donc, si on met trop de mecs d'un coup, ça grille un peu les cartes, hein. Au dernier WrestleMania, on n'a pas eu de bataille royale, là, d'André le Géant notamment, parce que tous ces mecs, on les a foutus dans des matchs d'hiver. Donc, j'ai du mal à penser qu'on va mettre ces 6 gars talentueux tous ensemble sur le ring pour un match de 15 minutes. Et après, on va se retrouver avec du vide. Et pourtant, je pense que c'est une belle équipe, hein. Owens et Rollins. L'un comme l'autre, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas touché une ceinture mondiale. Bon, c'est un peu bloqué. Là, il y a Brock Lesnar, tout ça, donc c'est pas pour tout de suite. Ils ont vraiment pas démérité. Ils ont été énormes cet hiver autour du titre de Bobby Lashley et de Biggie. Owens l'an dernier, souvenons-nous, il était en feud contre Roman Reigns là, à la même époque. Là, il y avait eu un Last Man Standing match, tout ça, donc il est là. Il mérite de toucher un petit truc et moi, je les verrais bien, hein, champion tag team. Mais je les aurais bien vus à WrestleMania champion tag team. J'aurais bien vu, comme je disais, les RK Bro ne sont jamais entrés ensemble à WrestleMania et à mon avis c'est un truc qu'il faut faire, il faut pas les faire se séparer trop vite. Mais c'est vrai que je suis un peu bloqué par tout ça parce qu'on sait ce qu'on entend, que Kevin Owens et Seth Rollins l'un comme l'autre euh, peuvent tout à fait mériter de manière légitime un match solo à WrestleMania contre une légende ou contre je ne sais qui, hein. Ils pourraient tous les deux prétendre au titre US aussi, ils pourraient tous les deux prétendre à affronter Edge, il y a plein de choses à faire donc mais là est-ce qu'on se perd pas un peu trop dans les pronostics. Et moi, j'ai envie de savourer ce match qu'on a eu et de savourer qu'on va avoir un super match au Madison Square Garden. Et avec Kevin Owens et Seth Rollins qui nous ont animé l'hiver à la WWE à Raw, bah c'est super quoi, qu'ils soient encore là au top niveau, qui main event, hein, mine de rien, parce que c'est pas Brock Lesnar qui main event, là, on va oublier tout ça. C'est ces mecs-là. Et ça, ben, c'est, comme tu dis, mission accomplie. Donc finalement, est-ce que c'est pas l'essentiel? Et on verra bien jusqu'où on va. Oui, si, c'était l'essentiel. Juste pour ajouter un petit peu de sucre sur cette histoire de Kane Owens et Seth Rollins qui gagnerait le titre tag team, cela permettrait à Kane Owens d'entrer dans la liste très élite Grand Oh. Slam Champion à la WWE. Ah oui, il n'a jamais été champion tag team encore. Non, alors que c'est pas comme s'il avait un tag team partner déjà tout cuit, déjà tout fait depuis 20 ans, hein, mais Owens n'a jamais touché le titre tag team depuis son arrivée. C'est le seul titre qui lui manque dans le main roster. Donc ça Oui. pourrait rajouter un petit peu de piment et de sucre, forcément les deux en même temps, à cette affiche. C'est vrai. Bah, écoute, on verra bien. Un pronostiqué, peuple de ketchup. Donnez-nous votre avis là aussi sur cette Road to WrestleMania. Mais en tout cas, là, on a une Road to Madison Square Garden, bon, qui va arriver très vite et qui nous a, mine de rien, bah voilà, ça permet de booker déjà des gros matchs et de faire des gros main events en attendant WrestleMania, tout en temporisant tout ça. Enfin, c'est un peu particulier parce qu'on temporise un peu WrestleMania, puis en même temps, faut aller vite quand même. Madison Square Garden reste Monday Night Raw, hein, il va pas durer 4 heures, donc on a déjà 2 matchs championnat à costaud. Puis après, le reste, on verra. Mais ça serait pas étonnant qu'on ait des grosses surprises au Madison Square Garden, hein, Oui, notamment, voilà, un petit retour, quoi. petit retour, une petite arrivée, hein. Je sais que tonton Chris bouillonne et attend Virman, hein, qui va arriver. Je me demande si c'est pas Virman qui va affronter Brock Lesnar, en fait, hein.
Si, et puis après, il ira évidemment concourir à la André The Battle, Giant Battle, là, pour éliminer tout le monde, y compris Braun Strowman. Donc voilà. Avant que Cody Rhodes ne sorte de dessous du ring et élimine Virman, évidemment. Ah, ça serait beau, ça serait beau. Allez, Guérem, avant tout ça, il est temps de nous donner le mot de la fin. Ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Nitro, s'il te plaît. Écoute, j'ai trouvé que il a, comment on dit, les qualités de ses défauts. Mais voilà, on est dans une situation, je dirais, frustrante. Il n'y a plus aucun pay-per-view jusqu'à WrestleMania. On a 6 semaines, mais putain, on n'a rien du tout. Pour WrestleMania, du côté de Monday Nitro, à part le Bianca Belair versus Becky Lynch, on n'avait rien. Rien de rien. Du coup, il faut tout construire. Et il faut quasiment tout construire depuis zéro, quoi. Depuis rien du Bah, tout. Donc, from scratch, non, comme parce on dit. ils se sont servis ni du Royal Rumble, ni de l'Elimination Chamber match pour créer des rivalités, ce qui est souvent le cas avant WrestleMania. Ouais, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est Pardon. exactement. Non, non, il n'y a pas de souci. Parce que je suis pas sûr qu'en fait j'irai repenser, mais je m'étais fait cette réflexion-là. Je me suis dit, Royal Rumble, et surtout là, le Elimination Chamber, dont enfin, on en sort, il s'est rien passé dans ces deux chambres. Peur de retaper un petit peu dessus, il s'est rien passé pour construire des rivalités. Ce qui est d'habitude l'un des grands intérêts que je trouve. Peut-être on oublie toujours, enfin pas on oublie toujours, mais ok, Elimination Chamber, le champion, la cage et tout, mais surtout les rivalités qui se construisent pour WrestleMania. Et là, on n'a rien eu. On n'a rien eu de tout ça. Doudrop qui se fait éliminer par Liv Morgan, elle revient plus forte que jamais pour pousser, mettre over Bianca Belair qui est déjà over de toute façon. Du côté des mecs, bah, pareil finalement, pareil, parce que les mecs aussi c'était Monday Nitro, la chambre d'élimination. Hmm. Donc bah pareil, AJ Styles, pas d'Austin Theory aujourd'hui. Non, Austin ni Austin Theory? Theory, ni Alexa Bliss, je pensais. Ouais. Ouais, exactement, ni Alexa Bliss. Je sais pas, ouais, je sais pas, on est vraiment dans une situation un peu bizarre. On a 2 soirées. Je l'ai dit sur le Discord, ça se demandait si finalement là ça va pas être un soir de trop, puisque on a que dalle. Autant, bah, ils ont l'air d'avoir accepté le fait que ils ont que dalle et bah, ils ont fait booker des rivalités de nulle part ou lancer plein d'open challenge. Qu'au moins ils ont fait quelque chose et surtout il y a aussi pas mal de bons matchs à droite à gauche à picorer, des grosses promos avec cette promo de Edge notamment. Qui va être mon top, hein, la promo de Edge, voilà, pour justement illustrer tout ça. Edge, tu lui donnes un micro et en 5-10 minutes, il te fout de l'intensité, il t'ouvre des perspectives, il se crée sa propre rivalité, sa propre route pour WrestleMania. Donc c'est mon top. Et puis bah, ça va être le match, le tag team, la Ciampa, Finn Balor contre les, les Dirty Dogs qui, là, pour la peine, est complètement déconnecté de WrestleMania. Alors, c'est à moitié vrai parce qu'on nous book le takeover du week-end de WrestleMania. Mais franchement, c'était pas très inspiré et j'aurais préféré que Finn Balor soit conservé pour la petite surprise face à Damian Priest. Ma note, je vais lui donner un bon 3, un bon 3 quand même, parce que je trouve que c'est un épisode bien plaisant, avec des bonnes promos, du début jusqu'à la fin. Donc c'était un bon. Je vais même monter jusqu'à 3,25 quoi. 3,25, parce qu'il y avait en plus du bon catch à gauche à droite. Donc un 3,25 pour cet épisode. Mais ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, ça s'incrémente jusqu'à Hmm. WrestleMania. Donc que ça fasse 3,25, 3,5, 3,75 et qu'on arrive à 5 une fois qu'on est à WrestleMania. Mon Oh bah souhait. oui, C'est mon souhait, on Raphaël. reste, on reste en même manière 5 sur 5, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. D'ailleurs, je crois avoir compris, tu vas me dire si je me trompe ou pas, que cette année, en plus, on a le takeover, il est le samedi après-midi, c'est ça? Ah, tu m'apprends alors, encore autre chose. Tu es beaucoup plus informé que moi. Un J'ai voir, takeover l'après-midi. comment il s'appelle ce takeover là, le prochain takeover. Je sais même pas s'ils mettent des noms. Je vais chercher, tiens, je Ouais, cherche ouais. en direct, peuple de catch-up, je suis sur mon. Écoute, ce serait comme assez surprenant parce que c'est quoi? C'est les Stand and Deliver, non? Peut-être?
Le nom, Euh, mais ce serait quand même assez étonnant alors l'après-midi et le soir. Non, c'est pas possible. Ça fait, tu vois pas en termes d'organisation pour eux ce que ça représente. Ouais, c'est-à-dire Bah tu, écoute, tu répartis parce que ça va être au même endroit. Ça sera aussi à Dallas, Texas. écoute, je suis sur, Je serais sur très étonné quand même. Wrestling News où on nous dit qu'il sera samedi 2 avril depuis l'American Airlines Center in Dallas. Donc c'est pas la salle avec un début à 11 heures 11 Attends, heures du matin. ouais, ouais. Et on va regarder sur, je sais pas, sur le site de la WWE peut-être, mais il me semblait avoir lu ça. Donc Je sais surprise, pas, ouais, ce serait la surprise. Pour l'instant, peut-être ils savent peut-être pas encore de toute façon ce que eux veulent faire, c'est possible. mais ouais, ce serait surprenant. Je pense que là, il faut aussi savoir, il faut rester humble. Ouais. Et, l'année dernière, c'était ce qui s'était passé, tu me diras. Il y avait eu deux soirées hein, pour NXT, donc j'ai l'impression qu'ils y ont pris un peu goût. Ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'avec un SmackDown à faire aussi, où est-ce que tu le fous ton NXT ou alors tu le fais le mercredi, mais c'est un peu éloigné de WrestleMania, c'est un mystère, c'est une bonne question. Ouais. Plus concrètement, bah, sur ce Monday Night Raw, ouais, j'ai à peu près la même analyse que toi, hein. On a dit qu'on partait de zéro, on n'avait pas grand-chose qui avait été construit. Bon, moi je pense qu'on sait quand même où on va à la WWE, mais qu'ils vont prendre le temps de nous l'expliquer. Après, pourquoi pas, hein. C'est vrai que des fois c'est l'inverse. Des fois on a des roads où on sait dès le Royal Rumble à peu près ce qu'on va avoir et puis on s'emmerde. Ces dernières années, des fois on s'est un peu ennuyé dans les roads parce que bah voilà, 6 semaines avant c'était l'inverse, tout était booké et puis on avait juste des segments micro ou des matchs où les mecs se croisaient sans se croiser. Donc là il y a un petit côté, pourquoi pas. En fait ça va sortir de nulle part, mais bon bah, pourquoi pas. Voilà, les mecs vont créer des challenges, des rivalités. Soit on va faire ça purement sur le gala, voilà, sur le bagou au micro en réclamant comme Edge, soit ça va naître d'un match ou d'une affiche, je ne sais pas. Donc je suis assez curieux de voir ça. Après, bon bah niveau catchess on a eu du bon, on a eu du un peu moins bon. Voilà, moi je vais donner mon flop à l'énième et j'espère le dernier match entre Nikki Ash et Rhea Ripley. Hein. Là pour le coup c'est un soufflet un peu qui retombe après les 45 minutes in-ring de Rhea Ripley et sa belle performance dans la cage. On reste dans quelque chose qui stagne et là on voit pas trop ce que ça va pouvoir donner pour les filles. Je parlais aussi de Liv Morgan et d'Alexa Bliss. Alors je sais pas si on va avoir un match intermédiaire, un match voilà, on voit pas les championnes en fait. Zelina Vega et Carmela sont à Raw, hein, si ma mémoire est bonne aussi. Donc bon, mystère, ça c'est pas très intéressant. Je vais donner le top au main event parce que j'aime beaucoup la division tag team de Monday Night Raw actuellement et j'adore Seth Rollins et Kevin Owens, donc ça me fait beaucoup rêver. Moi je vais m'arrêter à 3. Je vais m'arrêter à 3, voilà, parce qu'il y a eu des trucs pas folichons in ring. Parce que c'est un Raw classique où on a beaucoup de matchs qui sont sous les 2, 3, 4 minutes. Et au final, pas tout qui est emballant, mais c'était quand même globalement un bon show. On va donner notre ami Tonton, hein, qui a eu le temps de nous envoyer aussi ses notes. Donc lui, il a mis son flop à Logan Paul. Hein, il trouve ça vraiment pauvre. Il aurait préféré Bad Bunny à choisir. Il a donné le top à Edge, par contre, hein, une promo carnassière. Il nous dit badass, énorme Adam Copeland. Il l'a terrifié et fasciné à la fois. Donc la question pour lui c'est qui? Wou, 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 il nous dit Tonton Christ. Alors visiblement il veut Matt Cardona, il veut Zack Ryder contre Edge. Pourquoi pas? Il y a un historique, hein, les Edgeheads, Matt Cardona il est champion, la TNA ils sont copains, bah pourquoi pas? Allez, t'as raison Tonton Chris, moi je veux bien voir ce match, allez. Et il avait mis 3,25 en disant que Raw continue à être supérieur à SmackDown niveau qualitatif, il trouve, mais qu'il y a du taf et du booking à 37 jours de WrestleMania. Le main event masculin est obstrué, il va falloir créer des rivalités de toutes pièces. Donc bon, Edge, valeur sûre, solide sur ses appuis, Priest versus Balor, il prend, Belair versus Lynch, il prend, et il a bien aimé la performance de Doudrop. Donc Tonton qui est plutôt optimiste pour ce premier Monday Night Raw de la Troisième Guerre mondiale. Ouais, Ben voilà mon brouillé RM. ouais, ouais, ouais. Non mais ah bah du coup je sais plus ce que je voulais dire. Ah, Ah oui c'est vrai. Ouais voilà. WrestleMania, il fut un temps où c'était là où toutes les rivalités se terminaient. ouais. C'est un peu là où toutes les rivalités vont commencer là, visiblement. Ben ouais, c'est comme ça. Mais le monde évolue, hein. Le monde évolue, IRM. Oui, il faut évoluer avec lui. C'est ça. Allez, bah, peuple de catch-up, n'hésitez pas si ça vous a plu à nous donner votre avis, à nous faire vos retours, nos commentaires, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à nous partager autour de vous, à nous faire connaître, à nous écouter dans la voiture, dans les transports ou quoi que ce soit, sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud, on est partout, catch-up.
Et on est également sur les réseaux sociaux. Le Twitter, c'est Ketchup. Instagram et Facebook, Ketchup CDC. Donc suivez-nous, partagez-nous vos avis et on roule vers le Madison Square Garden à vitesse grand V. Irem, ce fut un plaisir de t'avoir à mes côtés pour cet épisode. Donc, merci beaucoup pour ta présence et ta fine analyse. Merci à toi pour ta présentation. Plaisir partagé. Très bien. Et bien à la semaine prochaine, peuple de Ketchup. Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, NXT, WrestleMania. On est sur la route. C'est parti. Ciao et à bientôt. Salut. Alors Virman, il n'est pas sur l'autoroute en direction de WrestleMania. Il a pris un petit chemin de traverse.